Le parquet accuse le Barça d'avoir acheté des arbitres. C'est aussi simple. Voyons, je vais vous lire les phrases clés de la plainte du parquet. L'accord du Barça avec Enrique Negreira serait basé sur le fait qu'il, en sa qualité de vice-président du comité technique des arbitres, j'ouvre les guillemets, en échange d'argent, effectuer des actions visant à favoriser Barcelone dans les décisions des arbitres lors des matchs disputés par le club et ainsi dans les résultats des compétitions. C'est un scandale majeur à l'échelle mondiale. Et d'où le parquet tire-t-il le fil entre les 7 millions d'euros qu'a perçus en tout Enrique Negreira et les arbitres qui, ensuite, supposément, favorisaient le Barça? Eh bien, le ministère public rappelle que la désignation pour chaque match des compétitions espagnoles officielles de niveau national et professionnel est effectuée au sein du CTA, qui en plus réalise des évaluations où participaient le dénoncé pour les promotions et rétrogradations de catégorie des arbitres et propose les candidats à arbitres internationaux. Tout ce discours est littéral, extrait de la plainte du parquet. Mais je vous la traduis dans un langage beaucoup plus simple. Eh bien, le CTA, dont Enrique Negreira était vice-président, était celui dont dépendait la carrière, le succès ou l'échec, et aussi les revenus des arbitres. S'ils arbitraient en première division, s'ils arbitraient des matchs importants, s'ils étaient en plus promus pour les compétitions internationales. C'est-à-dire, une bonne partie de ses intérêts étaient placés dans cet organisme dont Enrique Negreira était le numéro 2. Cet homme qui était payé par le Barça pendant près de 20 ans. De plus, il était tellement à la solde qu'on lui a augmenté son salaire. Il devait bien faire son travail. Donc, la carrière des arbitres était dans les mains de l'organisme que vice-présidait Enrique Negreira. Et celui-ci avait conclu un accord secret avec le Barça par lequel il recevait ponctuellement un salaire très considérable. Il a commencé par être d'environ 150 000 euros et a fini par être de 500 000. Au-delà du fait qu'il s'agisse d'une chose systématique de payer les arbitres pour qu'ils favorisent le Barça, les choses ne fonctionneraient pas ainsi. Ils fonctionnaient avec. Si j'aime la façon dont tu arbitres par rapport à ce que je souhaite que tu fasses, c'est-à-dire dans la direction que tu dois suivre, tu seras récompensé ou nous te ferons monter en grade ou tu ne seras jamais rétrogradé. Bien sûr, et tout cela influençait l'esprit des arbitres, c'est clair. Et sinon, il n'y aurait pas de plainte. Ça va venir. La première, celle de cet homme. Parada Romero sur Radio Marca, ancien arbitre. Les promotions et relégations ne correspondaient pas à la catégorie des arbitres. Nous étions surpris de qui montait et qui descendait. Les rapports étaient opaques et obscurs. Enrique Negreira était celui qui nous appelait. Tout était on ne peut plus clair. As-tu vraiment peur des arbitres? Vraiment, cette année est effrayant. Toujours, j'ai toujours eu peur des arbitres. Mais c'est que c'est un... Même quand ils payaient. Mais... Exactement. Très bien, Lamont. Très bien, Lamont. Très bien, Lamont. C'est-à-dire, c'est très... ça me réjouit. Ça me réjouit beaucoup que tu dises ça, parce qu'au fond, tu expliques pourquoi cela est arrivé, chose qui n'aurait jamais dû arriver. Le plus important est de le reconnaître dans la vie. Non, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est que le Barça, nous nous sommes toujours sentis maltraités, toujours sous-estimés ou toujours le gêne, avec moins de traitement de faveur ou en supportant le traitement de faveur que le club a, qu'il a, car c'est évident, car tout le football espagnol le sait. Alors, face à cette situation, de nombreuses erreurs ont pu être commises, oui. Des erreurs qu'un malin te vendait comme un service de lobbying. Non, ne t'inquiète pas qu'avec moi, et tout ça, je te ferai des rapports, je te montrerai comment tout cela fonctionne, et ça ira mieux pour toi. Et au final, eh bien, un président après l'autre, eh bien, n'osait pas enlever ça, parce qu'il pensait que ça irait encore pire pour nous. D'accord, comme il n'osait pas, il quadruplait son salaire. Parce que, entre ne pas oser et lui quadrupler le salaire, il y a une petite marge. Pas très grande. Là, c'est pareil. C'est essentialité que je ne serai pas tout expliqué non plus. Ça oui, la vie a augmenté. La vie a augmenté. Déjà avec la Porta avant de publier la nouvelle. Nous parlons avec tous les protagonistes. Et alors, comment ont-ils réagi? Si tu peux le dire. Non, bien sûr, non, je ne peux pas. Parce que maintenant, je devrais aller un par un sur ce qu'ils disaient et tout. Disons que... Quelle sensation? Bon, la sensation générale était que... Comme si... Et qu'allons-nous faire? Que c'était quelque chose de vieux. Et finalement, à Madrid, c'est le Real Madrid qui commande. Et il fallait compenser cela.
Avec les paiements à Negreira, qui sont un fait qui a été déterminé par l'agence tributaire, la différence entre Barcelone et le Real Madrid, selon une donnée de mon ami Maquetolari, est de 110 points. C'est-à-dire, si tu additionnes les cartons rouges en faveur, les pénaltys en faveur et soustrais les cartons rouges contre, les pénaltys contre, et que tu fais la même chose pour Madrid et pour Barcelone, la différence entre les deux clubs est en faveur de Barcelone de 110. Seulement en carton rouge, par exemple, depuis 2004, qui est quand moi, je fais la comparaison de 2004 à 2021, le Barcelone a plus 55 en carton rouge, tandis que Madrid, étonnamment en Liga espagnole, sur cette même période de 2004 à 2021, a moins 7. C'est-à-dire, on expulse plus de nos joueurs que de ceux de nos adversaires. Mais pour revenir au sujet des tendances et tout ça, ce qui m'a semblé grotesque ces dernières années, pour moi, en tant que Madrilène, ça me paraît grotesque qu'à ce jour, depuis 2003, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Real Madrid continue-t-il d'avoir un solde négatif d'expulsion en Liga? Nous parlons de presque 20 ans. Quand cette saison se terminera, cela fera 20 ans. Non, parce qu'ici, nous devons différencier deux questions. Parce que je crois que les médias, parfois, s'égarent ou s'en vont. Une chose est d'avoir acheté des arbitres. Pour cela, il n'y a pas de preuves, et je crois que non. Une autre chose est payer pour influencer des décisions qui peuvent aller de la nomination d'arbitres de façon indirecte, des promotions et rétrogradations, dans l'entourage arbitral. Le fils de Negreira va dîner avec ceux qui vont arbitrer le lendemain. Et les rapports du fils de Negreira donnent des informations très confidentielles qui ne peuvent être connues que de quelqu'un étant au sein du comité technique d'arbitre. Ce paiement pour influencer est une conduite très grave dans le domaine sportif et aussi dans le domaine, à mon avis, pénal. Et vous croyez que cela a été fait? Payer pour influencer les décisions arbitrales? Il l'a déjà fait, Negreira, n'est-ce pas? Alors, si seulement il se réunissait tout au plus 6 fois par an et qu'il n'y avait pas de rapport écrit, pourquoi payaient-ils les montants facturés par Dasnil, qui sont les suivants? Parce que cela leur assurait qu'au comité arbitral, il n'y avait pas de décision contre le Football Club Barcelona, que tout était neutre. Je pense que cela, évidemment, sera apporté à la cause. Et là, eh bien, le juge déterminera l'utilisation qui est faite de ces rapports, la qualité de ces rapports, l'importance de ces rapports, pourquoi ils devaient avoir été faits par des personnes ayant une trajectoire dans ce domaine, le domaine technique arbitral. Existe-t-il un document, un rapport ou un autre élément où sont incluses les conclusions du Conseil fournies par DAS ni le Football Club Barcelona? Non. Quelles obligations avait-il en tant que vice-président du comité des arbitres? Eh bien, nous nous réunissions à Madrid chaque semaine ou tous les 15 jours. Ce que nous faisions était de réviser les rapports que faisaient les arbitres, le compte-rendu, après chaque match, et les évaluer. En fonction de cette évaluation, l'arbitre pouvait monter de catégorie. Nous avions également un informateur de la fédération qui vérifiait si l'arbitrage avait été correct. Préparer les discussions techniques avec les arbitres, nous réunir avec les présidents régionaux. Combien touchez-vous en tant que vice-président? Je ne touchais rien. Je n'ai jamais voulu être payé parce que j'avais déjà mon entreprise et je recevais de l'argent du Football Club Barcelona. Le moment où vous cessez d'être vice-président du comité arbitral, coïncide-t-il avec le moment où vous arrêtez de travailler pour Barcelone? Oui, Barcelone l'a décidé unilatéralement. En fait, j'ai envoyé une lettre à Bartomeu et je me suis plaint de rupture de contrat. Ensuite, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Le comité technique des arbitres établit des réglementations selon lesquelles le corps des informateurs doit répondre à certains critères. Mais il y a une série de personnes, de la part de M. Enrique Negreira, de la part de M. Victoriano, de la part de tous, qui, bien qu'elles ne remplissent pas ces conditions, sont nommées informateurs. Ah, et ceux-là ont effectivement une dette envers toutes ces personnes, et ce sont ces personnes qui vont voir les arbitres et leur attribuent une note. Ce sont ceux qui marquent. Exactement. Et ce sont ceux que tu peux appeler et dire « Hey, tu me dois une faveur. À celui-là, mets-lui un 10. Et tu me dois une faveur. À celui-là, mets-lui un 4. » Et je vais te résumer pour ne Cela pas... s'appelle trafic d'influence. Ce que nous dénoncions. Exactement. Et ce qui me surprend, c'est que tous ces arbitres
les rares qui savent qu'il y a 3 ou 4 ans, ils étaient en activité, ne sortent pas pour le dénoncer. Dire, écoutez, nous étions sous pression que, bien sûr, quelle voiture allions-nous prendre? Eh bien, nous allions prendre celle d'un vice-président. Voyons, eh bien, cela reste silencieux. D'ailleurs, par hasard, le président actuel, son entraîneur personnel était ce monsieur. Je veux dire, Medina Catalejo, l'actuel président, avait un coaching qui était le fils de Negreira. Et l'ancien président avait un coach, tu ne devineras jamais qui c'était. Sanchez Armenio aussi. Non, Velasco Carvalho. Velasco Carvalho. Tu ne devineras jamais qui était le coach. Non, non. Javier aussi? Putain, que tu es malin, nom de Dieu. Javier, eh bien, quel personnage? En tout cas, voyons voir, mais quelle capacité ils ont à tromper tout le monde et à leur faire payer à prix Eh d'or. bien, c'est pour ça que je te dis qu'ils ont monté l'intrigue de la peur, de la panique. Attention, ne bouge pas, tu n'apparais pas sur la photo. Ils ont, par exemple, ces documents. La démonstration que, bien sûr, Negreira Junior, le fils de Negreira, recevait de l'argent du Barça. Il le payait pour amener les arbitres au Camp Nou. Il lui payait un extra de, attention, 10 000 € de plus à ce qu'il lui payait déjà pour les tâches qu'il avait assignées. Cela lui était payé par le Barça et cela a été découvert dans des feuilles manuscrites qui ont été trouvées lors de la perquisition du domicile du défunt Josep Contreras. Des notes manuscrites où l'on pouvait lire, par exemple, 10 000 € de plus, voire voiture en fonction de l'arbitre ou non. Ainsi, si le fils de Negreira s'occupait de conduire l'arbitre pendant les jours de match pour ses transferts vers l'aéroport ou l'hôtel, on lui accordait en extra une commission de 10 000 € de plus. Et les enquêtes indiquent que le chauffeur des arbitres, le fils de Negreira, il faut les contrôler jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le terrain et à l'intérieur du terrain. Il l'a fait jusqu'à ce que le scandale éclate, jusqu'à il y a 2 jours pratiquement. Enrique a fait monter les 4 arbitres dans une voiture et les a amenés jusqu'au Camp Nou. Vous savez, ici tranquille. Barcelone joue gros et vous ne pouvez pas avoir la main qui tremble. Vous êtes largement capable. Vous savez parfaitement ce que vous devez faire. Javier, comment ça va? Nerveux? Pas du tout, reste tranquille, tu es un phénomène. Écoute, je passe vous chercher à votre hôtel et je vous emmène au stade. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où loges-tu? Peu de temps après, Javier Enriquez, fils de José María Enriquez Negreira, se présenta dans le hall de l'hôtel. Enriquez fit monter les 4 arbitres dans une voiture et les emmena jusqu'au Camp Nou. Vous savez, ici tranquille. Barcelone joue gros et vous ne pouvez pas trembler. Vous êtes très bien préparé, vous savez parfaitement ce que vous avez à faire. Enriquez et le corps arbitral ont accédé ensemble au stade et pendant que les arbitres se rendaient à leur vestiaire, celui-ci était resté saluer plusieurs employés du club, car il était bien connu. Qu'on nous ait trouvé et que cela ferme beaucoup de cercles. Pardonne-moi, je t'ai interrompu. C'est que c'est... C'est sûr. Oui. C'est ça, Ramon. C'est-à-dire, cet homme, ensuite, déclare devant le fisc, il ne dit pas qu'il fait ses rapports d'évaluation pour promouvoir et rétrograder les arbitres. Il déclare à la police, il ne le dit pas non plus. C'est-à-dire, cette phrase qui est reprise dans ce document d'avril de 2021, il ne la répète jamais par la suite. Et je crois que c'est ici que réside la mère du mouton. Ici se trouve la clé, car c'est le lien entre les Negreira et leur pouvoir de décision et d'influence par rapport aux arbitres pour pouvoir les influencer à travers ces promotions et rétrogradations et cette application de l'indice corrupteur. Je sais que cette information est parvenue à des milieux judiciaires qui lui ont accordé beaucoup de pertinence et je pense que justement, c'est par ici que va aller l'enquête. Nous avons connu ce monsieur parce que le fils faisait des rapports. Nous ne savions pas que le père était le propriétaire et nous payions le fils. Alors, en principe, bien sûr, nous n'avions pas non plus approfondi beaucoup sur les détails des entreprises parce que nous ne les avions pas. Mais Bartomeu a tenté de suivre ce chemin et jusqu'à ce que sur la base de 20-25 questions répétitives, finalement, eh bien, Bartomeu a admis que ces rapports, qu'il y avait des rapports du fils, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Que quand on a cessé de payer Enriquez Negreira, que le Barça n'a plus gagné de ligue, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'il s'est peut-être trompé en arrêtant de payer Enriquez Negreira. Et bien sûr, cette phrase ou ce type de commentaire, eh bien, à la fin, ils nous font penser qu'ils savaient de quoi il s'agissait, et que ce n'était pas précisément des rapports, n'est-ce pas? Que les rapports viennent après. Comme si nous avions parlé assez longtemps avec Enriquez Negreira. Et Enriquez Negreira, il a tout avoué. Il nous a admis qu'il avait été payé par Barcelone, qu'il avait été payé par Barcelone pendant plus d'années que ce qui était indiqué sur le document de l'agence fiscale.
De plus, il nous a dit de parler au président, qu'il le confirmerait aussi. Et il nous a dit qu'il n'existait aucun rapport d'aucune année, parce qu'il n'avait jamais fait de sa vie aucun rapport pour le Barça. Aucun rapport, aucune vidéo, aucun document pour le Barça. Il n'avait jamais rien remis au Barça. Enrique Negreira influençait. Il était le bras droit de Sánchez Armiño, le bras armé de Villar. Enrique Negreira enfermait les arbitres dans de petites pièces pour leur dire de quoi ils retournaient. Et il était l'un des hommes de l'indice correcteur ou corrupteur. C'est-à-dire, Soler est chargé de couvrir le scandale arbitral. C'est-à-dire, Soler sait tout sur Negreira. Et le gars va au Conseil supérieur du sport, au gouvernement, sans que les délits et les paiements à Negreira aient expiré, et il ne le dénonce pas. Il dit, voilà, c'est-à-dire, il ne s'était pas écoulé 3 ans depuis les derniers paiements à Negreira. Et Soler, qui aurait pu le faire avec son poste de numéro 2 du CSD. Et là, pour s'assurer que cela ne se sache pas. Et ensuite, l'abus de pouvoir est encore plus grand. Quand tu vois que la loi, depuis la nouvelle loi du sport, change tous les délits, toutes les peines. C'est-à-dire, il augmente les délits graves, les délits légers et les très graves, qui est le cas du Barça. C'est la seule condamnation qu'il n'augmente pas. Tu dis, eh bien, quelle coïncidence. Parce que s'il avait fait cela, le Barça aurait pu être investigué aussi, par la voie sportive. C'est-à-dire, ce type s'est assuré que la voie sportive n'ait aucun parcours et que tout tombe dans la justice ordinaire. Pourquoi penses-tu que le Barça a payé Negreira pendant tant d'années? Pour essayer de compenser ce que faisait Madrid sans payer. C'est-à-dire pour influencer. Pour influencer, comme influencer le match. Pour se renseigner. Je crois que pour se renseigner. Et que La seule Negreira... explication de Pagaba était pour faire pression, influencer, enfin, cela est indiscutable. Ensuite, cela se serait, disons, matérialisé, ne se serait pas matérialisé, Negreira les aurait trompés, mais disons, c'est le complexe d'infériorité, parce que cela, ils l'ont fait à l'époque de Núñez, Gaspard, Parera, n'est-ce pas? Je crois ça que a commencé là, n'est-ce pas? 95 pour quelque chose. C'est évident. Ça a commencé avec ce complexe d'infériorité qui s'est maintenu pendant de nombreuses années.